Bonjour, bienvenue dans Passage et Parle Fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Caroline est professeure dans un collège. Le milieu de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui est quand même d'actualité. J'ai eu envie d'avoir un petit peu le regard de l'intérieur d'une professeure en début de carrière, en tout cas qui a son point de vue sur le métier de professeur en 2019. La particularité de Caroline, c'est qu'elle est très investie dans la question du harcèlement et d'ailleurs, son établissement a remporté un concours national pour la vidéo qui a été réalisée sur le sujet du harcèlement. Donc j'ai eu envie un petit peu d'en parler avec elle puisque le harcèlement c'est quand même quelque chose qui est d'actualité dans les écoles primaires, collèges, lycées, fac, etc. Bienvenue à toi. Merci à toi de m'accueillir. Comme tu le disais, je m'appelle Caroline. J'ai 24 ans, je suis professeure d'histoire-géographie et néo-titulaire, donc c'est ma première année d'enseignement, puisque l'année dernière j'étais stagiaire et je suis actuellement dans un collège de l'Essonne en région parisienne, en milieu rural. Du coup, ça fait maintenant 2 ans que tu es enseignante, même si l'année dernière c'était encore la période de stage, tu étais où ? J'étais à Aix-en-Provence, mais dans un collège qui était plutôt dans un milieu très favorisé. Et j'ai été mutée dans l'académie de Versailles cette année. Et ça va, le déménagement, pas trop compliqué ? Le déménagement, ça allait. C'était un peu choquant de recevoir la nouvelle de la mutation. Je savais que c'était possible que ça arrive, mais je pense que tant qu'on n'a pas reçu le message avec marqué « Vous êtes affecté dans l'académie de Versailles », alors qu'on est à 800 km, on ne peut pas se faire à cette idée. Parce qu'en fait, c'est des mutations où finalement tu es orienté vers une région que tu connais pas forcément et tu arrives dans un milieu que tu connais pas du tout. Ah bah là, pour le coup, je suis arrivée dans un milieu où je ne connaissais rien du tout. Je n'étais jamais partie de chez moi. C'est vrai que ça a été un petit peu un choc parce qu'il a fallu tout recommencer, te faire des amis, rencontrer des gens, trouver une maison. Voilà. C'est fou parce que je me dis, t'as 24 ans, t'as le même âge que moi et t'es déjà devant des élèves tous les jours. C'est assez impressionnant à chaque fois de se dire que les professeurs, ils sont quand même jetés, entre guillemets, en pâture. Vous avez une préparation juste avant d'être titularisé quand même, ou ne serait-ce que pour des questions de pédagogie, comment gérer les cas difficiles, comment asseoir une forme de supériorité professeur-élève et ne pas se laisser dominer. Vous avez quand même des aides à ce point de vue ? Pour tout ce qui est gestion de classe, non, pas vraiment. L'expression jeter était plutôt assez réaliste. En fait, pour passer le concours d'enseignant, aujourd'hui, il faut intégrer les SP, qui sont dans des instituts de formation des professeurs, où la première année, c'est la préparation au concours. On a un stage à faire en établissement, mais c'est un stage d'observation. Si on réussit le concours, à l'issue donc de la seconde année, on devient stagiaire, et là, on a 9 heures de cours à donner, et 9 heures où on est formé. Mais par contre, pour tout ce qui est gestion de classe, non, on ne nous a pas appris. Quand j'ai été la première fois devant les élèves l'année dernière, la veille de la rentrée, c'était l'horreur totale. Ma maman me disait mais tu es obligée d'y aller. Je lui disais non, je ne veux plus y aller. Ça doit être tellement impressionnant parce qu'en plus, on sait qu'à cet âge-là, ils peuvent être tellement ingrats. Oui, et puis en fait, je me posais des questions, mais très basiques, auxquelles personne ne me donnait de réponse. Moi, je voulais juste savoir, quand ils arrivaient, comment je les rangeais dans la cour, s'il y en avait un qui prenait la parole, est-ce qu'il fallait tout de suite que je le punisse ou pas? Et en fait, ça, personne ne l'explique. Et on apprend tout sur le tas. Pourquoi t'as fait ce métier ? J'ai toujours voulu faire ce métier. Bon, je voulais être chevalier quand j'étais petite, on m'a dit que c'était pas un métier. Je voulais être scénariste, mon père m'a dit que c'était pas non plus un métier. Donc j'ai dit je vais faire professeur. J'avais toujours aimé jouer à la maîtresse d'école quand j'étais petite avec ma petite sœur. Et puis quand je suis rentrée en 6e, j'ai rencontré un professeur d'histoire qui était génial. Et après, tous mes professeurs d'histoire ont été super. Et j'adorais cette discipline. Et au-delà de la discipline, j'adorais les enseignants en fait, parce que je trouvais qu'ils véhiculaient un enthousiasme et une passion qui me plaisait énormément. Puis j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir à leur place, de faire la même chose. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je suis arrivée en 6e et puis à la fin, j'ai dit je serai professeur d'histoire. C'est marrant parce que quand j'étais élève, je me rappelle que j'ai eu aussi des excellents professeurs d'histoire géo où t'es capable de rester devant avec les yeux grands ouverts, la bouche qui est ouverte, ébahie en mode oh. Et en plus de ça, quand un récit historique est transmis avec passion, je trouve que ça peut tout changer. Et les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'était des profs d'histoire géo. Un professeur nul, ça peut te détruire une année où tu n'as pas du tout envie d'apprendre. Enfin, ça peut être du tout au tout. Et c'est là que je me dis, aujourd'hui, mettre son élève devant un professeur qu'on ne connaît pas,
c'est assez stressant parce que, enfin, tu te dis, si le prof en face, il est pas assez passionné par sa propre discipline, mon enfant en face, il en aura mais rien à cirer de son truc. Ça va être très dur pour le faire aimer ça, en fait. Enfin, vous êtes un peu les premiers, je sais pas comment on pourrait dire, vecteurs d'envie d'apprendre, etc. Donc, Ah oui, je salue ton métier. non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que combien d'enseignants, je pense, ont pu détruire aussi des enfants rien qu'en leur disant qu'ils étaient nuls. Moi, ça c'est quelque chose que je me suis juré de ne jamais dire à un enfant. C'est surtout que à leur âge, la construction de la confiance en soi, elle est tellement fragile que en un rien de temps, tu peux faire perdre l'envie d'apprendre, faire perdre ses moyens à un enfant. Et enfin, moi, je sais que j'étais la première à si je recevais une critique, même construite du professeur, c'était horrible, horrible. Ah oui, mais comme à l'inverse, des fois des compliments, mais ça révèle un élève. J'ai une petite, je pense à elle, parce que dans la classe, elle a absolument pas confiance en elle et on a beaucoup discuté, je l'ai reçue en entretien personnel et en fait, ça lui tient à cœur que je lui dise c'est bien ce que tu fais, tu y arrives, tu vois, tu fais des progrès, elle vient, elle me montre ce qu'elle a fait, elle me dit est-ce que vous croyez que... Et je pense qu'en fait, ils ont besoin d'encouragement parce que c'est l'époque de l'adolescence où on se construit, où on n'a pas confiance en soi et on a besoin en fait d'entendre que les autres ont confiance en nous. Et toi, du coup, à l'intérieur de ce microcosme de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des choses positives à souligner et au contraire d'autres qui sont genre ahurissantes? Je suis pas très au courant de l'actualité de ce point de vue parce que je suis pas directement concernée, je suis pas élève, je suis pas parent d'élève, mais j'ai l'impression quand même que il y a fréquemment des réformes, des grèves, des trucs comme ça. Du coup, j'y connais pas grand-chose, donc dis-moi s'il y a des choses à dénoncer là maintenant. C'est vrai qu'il y a fréquemment des réformes et des grèves. Alors, moi, je ne suis pas particulièrement partisane de la grève. Tout simplement parce que je considère que quand on fait grève, souvent on se pénalise soi-même et on n'est pas spécialement entendu par le gouvernement en face. Je ne jette pas la pierre du tout à mes collègues qui sont syndiqués et qui font grève parce que je pense que malheureusement dans le pays, c'est aussi un des seuls moyens pour se faire entendre. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, comme dans tout métier. Je pense que le premier problème, c'est que alors, l'école est liée à l'État, puisque à un moment donné, c'est eux qui font les réformes, et à chaque changement politique, les gouvernants ont envie de faire leurs réformes. Donc le problème, c'est que assez régulièrement, on nous sort des nouvelles innovations pédagogiques qui souvent n'ont d'innovation que le nom. Il y a eu des choses bien, parce que la réforme qui a été faite sur le précédent gouvernement, la refondation de l'école, était pour moi plutôt positive, parce qu'elle a permis de décloisonner les enseignements. Parce que jusqu'à présent, les professeurs travaillaient de manière assez individuelle, tout seuls dans leur classe fermée, on partageait pas les cours, c'était assez individualiste. Et la réforme a eu pour effet très positif, je trouve, de nous apprendre à travailler ensemble. Je suis à la base une élève qui était très solitaire et qui aimait beaucoup travailler toute seule, mais j'ai découvert le fait de travailler ensemble, de partager les cours. Moi, je partage mes cours, mes collègues partagent leurs cours avec moi. Les informations que vous donnez aux élèves sont d'abord partagées? Enfin, genre les cours en eux-mêmes? Les cours en eux-mêmes, moi je les poste sur la plateforme. Ah d'accord, c'est vraiment une plateforme où vous pouvez échanger sur les cours et comment vous les donnez, c'est ça? C'est pas pour les enseignants, c'est un vecteur en fait de communication entre les élèves, les parents et les enseignants. Et au moins les élèves, par exemple, s'ils ont été absents, peuvent rattraper la leçon. Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre toute la leçon. Moi, je la mets parce que je pars du principe que je préfère qu'ils aillent la récupérer s'ils sont absents plutôt que de devoir leur envoyer par mail ou leur faire 25 photocopies. Après, c'est plutôt de l'ordre ensuite du personnel, mais moi, je sais qu'avec une collègue de travail, j'ai un Google Drive auquel on a mis nos cours en commun. On peut comme ça s'inspirer un peu de ce qu'a fait l'une ou l'autre. C'est grâce à la réforme qu'il y a ça ou c'est... La réforme, en fait, nous a permis de travailler ensemble parce qu'elle a créé ce qu'on appelle les EPI, qui sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. En fait, on est obligé que chaque classe dans l'année ait au moins un EPI. Ce qui veut dire que chaque classe doit avoir au moins un projet interdisciplinaire, donc commun à plusieurs disciplines. Ah d'accord. Qui oblige les enseignants à travailler ensemble. Donc du coup, ça c'est plutôt positif non seulement pour vous, mais aussi pour les élèves qui peuvent avoir une vision, on va dire, croisée de deux disciplines. Oui, parce que les élèves ont souvent tendance à oublier que les matières fonctionnent entre elles. Donc c'est-à-dire que moi, ils vont me rendre un texte en histoire bourré de fautes ou en utilisant des temps que je te passe du passé simple au passé, au présent. Et je dis, mais tu sais que ça, tu l'as appris en français. Mais en fait, c'est bien, je trouve que ça permet de faire des liens entre les disciplines. Par exemple, moi j'ai un EPI qui mêle l'histoire et la technologie sur les châteaux forts. On aurait pu rajouter l'art plastique pour faire des dessins de châteaux. Ça permet en fait de faire plein de projets. Et des projets, j'en ai plein dans la tête. Par contre,
Il n'y a pas eu que du positif, il y a peut-être eu aussi des choses qui font que concrètement, c'est pas si simple à mettre en place. Enfin, je sais pas. Oui, concrètement, c'est pas si simple à mettre en place et surtout concrètement, ça demande beaucoup de temps parce que ça demande à ce que nous on se rencontre en amont, qu'on travaille en groupe, donc ça veut dire des heures en plus et tout cela évidemment n'est pas payé en plus. On nous en demande toujours beaucoup plus. Il y a une idée reçue qui dit que les profs ne font que, entre guillemets, 18 heures. C'est peut-être quelque chose que j'ai pu penser quand moi j'étais élève et que je disais ouais de toute façon ils ont que 18 heures de cours, nanana. En réalité vous avez quand même beaucoup plus de travail derrière et ça monte à plus de 35 heures en fait au final. Ah oui, mais puis en fait c'est très compliqué à calculer. On a voulu s'amuser à faire ça avec un collègue de travail à un moment donné pour voir combien de temps on calculait, mais déjà c'est irrégulier en fonction des semaines. S'il y a des conseils, s'il y a des suivis, s'il y a des rendez-vous parents ou s'il n'y en a pas. Des fois je vais rallumer mon ordinateur le soir ou je vais l'allumer très tôt le matin ou je vais travailler un dimanche parce que j'ai pensé à quelque chose. Donc c'est compliqué à calculer. Voilà, souvent les gens ne voient que ce qui est visible. Donc moi j'ai des élèves quand je fais l'appel et que j'ouvre Pronote, il y a mon emploi du temps qui s'affiche, donc ils sont là. Oh, madame, vous travaillez pas le mardi après-midi. Oh, madame, vous avez vu à quelle heure vous finissez le vendredi? Je dis, ben oui, sauf qu'en fait ça c'est le temps que je passe en présence devant les élèves, auquel il faut rajouter le temps de présence au collège, parce qu'en plus, moi, je viens avant, je prépare ma salle, l'ordinateur, il démarre jamais, donc il faut attendre que l'ordinateur démarre. Il y a tout ce qui est suivi des élèves, il y a les entretiens avec les parents, il y a la conception des cours qui demande énormément de temps. Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un prof dans le métro. Il était assis sur les chaises et il corrigeait des copies, tu sais, où ça se voit, c'est des copies du bac ou un truc comme ça. Enfin, on avait partout, j'étais là, mais what? Imagine si t'en perds une, mais tu vas te faire des ennemis, mais ça va rappeler des souvenirs. Après, c'est plutôt drôle. Genre, moi, quand j'étais élève, je me disais toujours, oh là là, ça doit être tellement bien de corriger, ça doit être, on doit se sentir super important et tout. Des fois, quand je me vois corriger, je me dis, déjà, je corrige n'importe où, donc n'importe quelle heure, n'importe quel temps, je suis entre deux trucs. Non, mais vraiment, c'est l'envers du décor. Puis bon, des fois, on est un peu désespéré quand on lit ce qu'ils écrivent. Comment tu fais quand il y a des différences notables, genre de capacité? Je dirais pas qu'il y a des élèves plus débiles que d'autres, c'est pas du tout une question d'intelligence, mais disons des particularités propres à chacun qui font que certains vont mettre 10 ans à comprendre un truc, certains ont peut-être des difficultés de dyslexie, de choses comme ça. Enfin, comment tu le gères ça en tant que prof du coup? Ça fait aussi partie, alors je dirais d'un point à la fois négatif et positif du système, c'est qu'aujourd'hui, on a une école qui est inclusive, donc on scolarise tous les enfants, quelle que soit leur situation de handicap. Et je trouve que c'est plutôt bien un monde dans lequel on s'aperçoit qu'on n'est pas tous pareils. L'effet négatif, c'est que nous, on a des effectifs classes qui sont à 30 élèves. On nous demande de nous adapter à chacun des élèves. Quand il y en a un qui est dyspraxique, donc c'est-à-dire qu'il a du mal à gérer son environnement, son espace. L'autre, il est dyslexique. Celui d'à côté, il a juste pas appris sa leçon. Celui d'à côté, il est à haut potentiel, donc il va très très vite. L'autre ne sait pas gérer ses émotions. Et tout ça, ça fait une classe. Voilà. Ouais. Est-ce qu'en tant que professeur, tu as des formations pour ces élèves-là qui t'expliquent comment les aborder, comment les aider, comment leur faire gagner du temps sur certaines choses? Alors moi, à l'ESP, l'année dernière, j'en ai eu. Je me suis inscrite cette année aussi à 2 sessions de formation sur gérer la différence. Oui, c'est facultatif. Donc en fait, en tant que prof, t'es pas obligé de savoir comment on fait. Celui qui s'en fout, il peut s'en foutre. Oui et non, parce que aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, puisque l'école est devenue inclusive, nous avons obligation de nous adapter à chacun des élèves. Donc on doit pratiquer ce qu'ils appellent la différenciation pédagogique, c'est-à-dire différencier en fonction des profils des élèves. Le souci, c'est qu'en fait, il faudrait que ma séance de cours, j'ai 5 séances pour chaque séance, pour que je sois adaptable à tout le monde. C'est pas possible. C'est possible parfois. Pour les évaluations, moi je sais que certains élèves pour qui, justement, tu soulignais, ils ont des capacités différentes. Et un élève dyslexique restera dyslexique. Avec tous les efforts qu'il pourra faire, ça sera toujours un problème. Donc je sais que eux, je vais pas noter l'orthographe, je vais leur demander moins d'écrit, je vais en attendre moins que certains élèves. Et il n'y a pas un système de tiers-temps? En fait, le tiers-temps, c'est dans les examens. Après, moi, mes évaluations, je fais en sorte qu'elles durent en général 40 minutes, sachant qu'un cours, c'est 50, pour qu'en fait, ceux qui ont besoin de temps supplémentaire puissent avoir 10 minutes de plus. Tu sais, je repense à l'épisode que j'avais fait sur l'orientation. Comment les élèves, en général, on les aide dans l'orientation? Parce que moi, j'ai le regard de quand j'étais étudiante et j'ai eu mon bac en 2011, comme toi, sûrement à peu près. Je me rappelle que toute ma scolarité, l'orientation, c'était ultra flippant. En tout cas, ceux qui se détachaient de la case scolaire ou ceux qui avaient des attirances pour des choses de plus
terre à terre et qui avaient juste envie de reprendre l'exploitation familiale agricole, bah clairement, on les aidait pas à y voir clair et ils étaient juste des mauvais élèves, point en fait. Et aujourd'hui, en 2019, est-ce que ça, c'est un petit peu mieux ou c'est toujours autant la mouise? Non, aujourd'hui, en 2019, ça n'a pas changé. Des fois, je me demande même si l'école a un lien véritable avec le travail. C'est ça aussi qui est compliqué parce qu'on a des enfants, justement, comme tu le soulignes, qui en fait ne savent pas ce qu'ils font à l'école. Enfin, faut être scolaire, faut se conformer à ce qu'on demande de faire et il y a des élèves qui ne trouvent pas de sens à ça. Sous couvert d'inclusion, en fait, il n'y a pas du tout d'inclusion de tous les types de personnes parce que si tu me dis que l'école ne permet pas aujourd'hui d'aider à aller vers le monde du travail, qu'elle fait pas le lien, c'est comme s'il y avait un fossé entre les deux et qu'en fait, une fois que tu as coché la case éducation, tu sautes dans la case travail et tu essayes comme tu peux de t'orienter avec les bagages que tu as. Sauf que si on t'a détruit tes bagages à coup de mauvaises notes toute ton enfance, je pensais que ça avait changé. Non, alors oui et non, parce que il y a quand même des stages qui sont proposés, on essaye quand même d'aiguiller et d'accompagner les élèves. Moi, je sais que dans mon établissement, ils proposent une filière qui s'appelle prépa professionnelle. Les élèves peuvent y accéder dès la troisième s'ils ont un projet professionnel pour ensuite pouvoir aller vers des bacs pro. Ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait vraiment revaloriser les filières professionnelles. Aujourd'hui, on a tendance à expliquer que les filières générales sont plus importantes que les filières professionnelles, alors que souvent le professionnel, dans le monde actuel, amène plus de travail que la filière générale. Et je pense que la filière générale, c'est des enfants qui sont plus scolaires. Mais la question de l'orientation est compliquée parce que nous, professeurs, on n'est pas formés à l'orientation. J'ai des collègues qui sont professeurs principaux d'élèves de troisième et là, il y a la réforme du bac qui est arrivée cette année. C'est hier, au mois d'avril, ils se sont mis à nous dire « Bon, on va peut-être vous faire une petite formation pour que vous sachiez de quoi ça retourne et de quoi ça parle. » Et on n'a toujours pas tout compris. Donc comment, en fait, nous, on peut expliquer une réforme dont on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants? Donc on navigue un peu à vue. C'est plus ça, en fait, qui est compliqué, c'est qu'on nous demande d'orienter, mais en réalité, j'ai souvent l'impression qu'on est plus des passeurs de papier. Et toi, au milieu de tous ces profs, bon, toi, tu es assez jeune, comment tu vis? Enfin, je me suis toujours demandé, entre eux, les professeurs, comment ça se passe? Genre, ils sont potes, ils s'aiment pas, ils sont collègues. Je me suis toujours posé la question aussi de la mentalité un peu des profs, parce qu'il y a tout, mais il y a forcément des extrêmes, comme partout. Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a un milieu particulier ou une mentalité particulière? C'est rigolo ce que tu dis parce que c'est comme mon père en fait quand j'ai été enseignante et il me le dit encore de temps en temps, c'est de toute manière les profs c'est tous les mêmes. Je dis ah bon? Et en fait tout le monde se fait un peu des idées effectivement sur le métier d'enseignant, mais c'est comme dans tous les métiers, donc pardonnez-moi l'expression, mais il y a des cons comme il y a des gens super bien. Il y a des cons partout. Voilà, il y a des cons partout. Hein. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes statuts. Donc, ça peut poser des problèmes. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais dans un collège avec des professeurs qui étaient plutôt en fin de carrière. C'était une ambiance un peu particulière, un peu en mode cours de récréation. Enfin, ils parlaient les uns sur les autres. C'était pas très agréable. En fait, on a des professeurs qui sont agrégés, qui sont à 15 heures. Il y a des professeurs qui sont certifiés comme moi, qui sont à 18 heures. Et on a des contractuels. C'est des personnes qui viennent du privé ou de l'extérieur et qui remplacent. Et parfois, alors surtout au lycée, il y a un petit peu des différences en fonction des statuts. Voilà, moi j'ai souvenir de quand je suis rentrée dans la salle des professeurs l'année dernière, de quelqu'un qui m'a tendu la main en me disant « Bonjour, agrégé ou certifié ?» Et moi j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Caroline. » Mais par contre ici, voilà, dans le collège dans lequel je suis, c'est vraiment une atmosphère très bon enfant. On s'amuse beaucoup. Moi, je prends un plaisir fou à aller travailler le matin. C'est trop bien, j'adore entendre ça. Je retrouve mes collègues, j'ai l'impression d'être redevenue une élève, sauf que je suis professeure. En plus, on a une équipe qui est assez jeune, qui est très dynamique. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on a tous été mutés dans l'académie, on a tous nos familles éparpillées aux quatre coins de la France et finalement, on se recrée un peu une famille. Comme tu le disais, ça dépend des endroits où tu tombes. Oui. C'est pareil que dans une équipe de travail, malheureusement, tu as toujours un avec qui tu as plus d'affinité que d'autres. Et le seul souci que je vois, moi, dans l'éducation nationale, si je peux me permettre, c'est que quand un professeur pose souci et qu'il a des attitudes, on va dire, pas correctes ou qu'il est un peu le con de service et que c'est voilà, le professeur con par excellence et qu'il n'y a rien à faire, le souci, c'est qu'on ne peut pas les virer, on les déplace quand il y a trop de problèmes et on les met ailleurs, quoi. Et ça... Oui. Et du coup, ils font de la merde, mais dans un autre collège. C'est un petit peu le problème, c'est qu'en fait, on est fonctionnaire, donc on a un emploi à vie. Ça, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, l'idée de me dire qu'il ne m'arriverait rien, j'aurais toujours un travail. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'effet un peu négatif, c'est-à-dire que quand on a des enseignants performants, c'est bien. Et effectivement, quand on a des enseignants qui ne sont pas très bien, on déplace le problème sans le régler.
Pour destituer un professeur, c'est beaucoup plus compliqué que de le dépasser, donc forcément. Ah mais clairement, pour le destituer, il faut soit qu'il y ait vraiment agression envers un élève, ou je sais pas, relation sexuelle, quelque chose, voilà, il y a ambiguïté. C'est horrible, t'imagines, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la gravité du truc pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ah oui, 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 non, non, mais clairement, et ça, c'est vrai que il y a ça qui est problématique, puis il y a aussi le fait que finalement, un enseignant qui, par exemple, je sais pas, moi, refuse d'appliquer des réformes, refuse de faire un travail, refuse de changer ses méthodes, de s'adapter, on va lui remonter les bretelles, on va lui dire que c'est pas bien, mais en soi, enfin, ça changera rien. Ouais, concrètement, il peut continuer à faire n'importe quoi. Ah, mais concrètement, il sera payé comme la personne qui s'investit, hein, donc de toute manière, ça changera rien du C'est tout. ça qui est un peu frustrant. Et avec les élèves, le rapport entre élèves et profs, enfin, toi, tu le vis comment? Moi, j'adore les élèves. Mais j'adore les adolescents parce que je trouve fascinant l'adolescent, en fait. Ce moment où ils se transforment, où ils deviennent de petits papillons qui sont pour le moment des petites chenilles et qui vont éclore. Au tout début, c'était un peu compliqué la première année parce que je voulais être gentille. Mais du coup, je me suis un peu laissée marcher sur les pieds. Cette année, c'est un peu différent. J'essaye quand même d'être très bienveillante, très respectueuse. Même si je donne une sanction à l'élève, déjà je dois lui expliquer pourquoi. Et surtout, je lui explique que je sanctionne son acte et non son maître. Et demain, ce sera oublié. Mais par contre, qu'il ne peut pas se comporter comme ça, juste parce qu'en fait, on est en société. L'année dernière, j'avais prévu plein de règles. Et en fait, je me suis vite aperçue que je n'arrivais pas à les suivre. Donc cette année, j'ai juste posé 2 règles en début de cours que je leur ai expliquées. Je leur ai dit, 1, on se respecte. Vous me respectez parce que je vous respecte. Et vous levez le doigt. Ça aussi, c'est une question de respect. C'est pour qu'on puisse s'écouter. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même eu une dégradation, alors à mettre avec des guillemets, en tout cas une évolution du rapport entre les enseignants et les élèves. J'ai pas l'impression que moi, et enfin du coup je pense toi aussi, à notre époque, on se comportait pareil avec les enseignants. Les enfants sont de plus en plus familiers avec les adultes. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de filtre. Et des fois, ils me parlent comme si j'étais leur maman, leur famille. Ils interrompent le cours, ils respectent pas ce qu'on leur demande. Ils ont une familiarité de langage qui est assez gênante quand même. Je suis assez d'accord avec toi, c'est ce que j'ai l'impression aussi, c'est que les enfants, d'une manière générale aujourd'hui, ont moins de limites, tu vois, genre dans le système familial, il y a de moins en moins de barrières, il y a de plus en plus de laisser-aller peut-être, ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'ils voient à la télé, des écrans, des smartphones. C'est peut-être aussi les médias qui transportent aussi ce genre d'image, hein, je ne sais pas, mais... Ah, je pense qu'il y a les médias et je pense aussi qu'il y a... Alors, c'est pas pour jeter la pierre aux parents non plus, je veux pas faire une généralité, mais je pense quand même que beaucoup de parents ont un peu lâché et qu'un enfant, il a quand même besoin d'avoir des limites. Je trouve ça bien que l'enfant puisse s'exprimer, mais par contre, je pense qu'il faut quand même des limites et j'ai l'impression que ce sont des enfants qui aujourd'hui à la maison n'en ont pas. Pour leur expliquer qu'il faut des limites quand ils en ont pas chez eux et quand ils parlent à leurs parents sans filtre. Alors, je veux pas dire qu'il faut qu'il y ait forcément un rapport hiérarchique, c'est pas du tout ça. Et je pense quand même que l'enfant ne devrait pas parler de la même manière que l'adulte. Comment tu fais dans ces cas-là avec les parents Enfin, moi, si j'étais prof, je pense que j'aurais plus peur des parents que des élèves. L'année dernière, c'était compliqué parce que dans l'établissement où j'étais, c'était un milieu très favorisé et les parents d'élèves vivaient quasiment au collège. Ils nous écrivaient des mails constamment pour remettre en question tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est les genres de parents relous, bobos, machin, en mode je ne vous permets pas de parler comme ça à mon Édouard. T'as envie juste de les baffer, de le dire, mais apprends l'éducation à ton enfant et viens m'en reparler après, quoi. Et c'est on pinaille sur une note de 1 point. Moi, j'avoue que dans ce cas-là, ça finit tellement par m'énerver que je finis par lui mettre son 18. Hein. Mais c'est pas représentatif de la réalité. Et en plus, c'est pour 1 point, donc est-ce qu'on s'en fiche, en fait? C'est tellement subjectif, en plus, la note. Donc, tu préfères abdiquer devant le parent plutôt que d'entrer en conflit? En général, j'essaye d'expliquer, j'essaye de m'expliquer, mais si vraiment je vois qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est buté-borné, je pense que ça vaut pas le coup, en fait, de m'épuiser. En plus pour 1 point. Ça, les parents qui poussent à des réussites de filière générale, etc., à défaut de se concentrer sur les réelles envies et ambitions de l'enfant, je trouve ça mais tellement catastrophique. Tu vois des enfants qui deviennent des adultes qui n'ont pas été dans un milieu qui leur convenait à eux, qui ont du coup vécu l'échec d'avoir des mauvaises notes, mais qui en plus se retrouvent inaptes au monde du travail, en tout cas pas aptes à ce qu'ils ont besoin de faire pour être épanouis. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents pour qui c'est difficile de leur faire ouvrir les yeux sur leur enfant. Je comprends, je leur jette pas la pierre. J'ai pas d'enfant, je peux pas savoir ce que ça fait, mais je suis persuadée que le jour où j'ai un enfant, je pense que ma vision des choses changera peut-être, mais surtout que avoir un enfant et être enseignant, c'est pas la même chose. C'est pas lui rendre service, en fait, que de lui faire croire qu'il réussira si, en fait, il n'a pas les capacités pour. Et du coup, juste pour en venir au thème que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le harcèlement, parce que ça fait pas mal parler ces derniers temps.
Tu m'as dit que vous aviez réalisé un projet vraiment sur le harcèlement dans ton collège. Et du coup, pourquoi le harcèlement? Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bref, vas-y, c'est à toi. En fait, on a réalisé un projet sur le harcèlement parce que quand je suis arrivée dans l'établissement, mon principal adjoint m'a fait venir dans son bureau avec mon collègue de français et il nous a dit vous qui êtes très très motivés, vous allez participer au concours non au harcèlement. Donc on s'est regardé, on s'est dit d'accord, ok, très bien. Donc on a monté des séances. Moi, je suis partie du clip vidéo Mots d'enfant de Patrick Bruel et La Fouine. J'aimais bien ce clip parce que ça parle de mots, M-A-U-X. Longtemps, on a eu tendance à considérer que les problèmes des enfants au collège n'étaient que des problèmes d'enfants et que c'était pas important. Je ne pense pas avoir été spécifiquement harcelée lorsque j'étais élève, mais je pense avoir pu subir des situations de harcèlement de la part de certaines filles qui avaient tendance à répéter des insultes à mon égard en disant que j'étais moche, que je m'habillais mal, que je ne m'intéressais pas aux garçons, de manière assez répétitive, et je me suis rendu compte que ça avait quand même joué sur l'estime que je me porte. Et moi, je m'étais toujours juré que c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment agir. L'adolescence, c'est un moment où on se construit, où on a une faible estime de soi-même et où en fait entendre ce type de mots, ça peut faire beaucoup de mal. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé ça, je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc j'ai travaillé ça en éducation morale et civique. Moi, je suis donc partie sur le harcèlement lui-même pour un peu essayer de distinguer les types de harcèlement. Donc il faut savoir que le harcèlement, ce sont des violences répétées par une personne ou par un groupe envers une personne ou plusieurs. Ça peut être des mots, donc un harcèlement verbal, propagation de rumeurs, des moqueries, des insultes. Ça peut être un harcèlement de l'ordre du physique, avec des coups, avec des gestes obscènes. Et ça peut avoir tout un tas de conséquences. L'isolement de l'élève, une baisse des résultats, une faible estime de soi, un décrochage scolaire, des scarifications, et ça peut aller jusqu'au suicide. Je pense au livre qu'a écrit une maman qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, où sa petite fille s'est pendue dans sa chambre parce qu'elle était harcelée à l'école. Ils avaient passé également cette année un film sur un enfant qui s'appelle Jonathan, qui a tenté de s'immoler par le feu parce qu'il était aussi victime de harcèlement. Et j'avais aussi regardé sur Netflix, il y a 1 an ou 2, la série 13 raisons. Et je m'étais dit, mais il faut faire quelque chose en fait, on peut pas laisser ça, surtout qu'il y en a beaucoup à l'école. J'avais vu la série, c'est 13 Reasons Why. Et quand tu te dis qu'il y a des enfants qui sont capables d'aller jusqu'au pire, parce que en plus de ça, je crois, pour avoir vécu des situations de harcèlement, t'oses pas en parler, tu te renfermes. Et en fait, c'est très très compliqué parce que si tu essayes d'en parler, tu te fais encore plus démonter par les autres élèves. Et je sais pas comment on peut agir de manière efficace parce que le problème, c'est que ça a aussi une cause souvent familiale. Si dans la famille même, il n'y a pas de limite, c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, c'est aussi des enfants qui risquent d'avoir des comportements néfastes pour d'autres élèves. Puis aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, Internet et compagnie. Ça doit pas aider, en tout cas. Moi, quand j'étais au collège, il y avait encore pas trop ça. Oui, en fait, c'est ça. C'est que avant le harcèlement scolaire, il a toujours, je pense, été présent, mais il se limitait à l'école. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, ça ne s'arrête pas. Le harceleur peut le harceler jusque chez lui, jusque dans sa chambre. Parce que nous, on a voulu vraiment s'axer avec mon collègue sur le cyberharcèlement. Et quand j'en ai parlé aux enfants, il y en a plein qui m'ont dit « mais je comprends pas en fait, pourquoi si la personne elle reçoit des SMS ou des photos, elle éteint pas son téléphone ?» Parce qu'en fait, c'est pas si simple, parce qu'on entre dans un engrenage, parce qu'il y a beaucoup d'enfants harcelés qui, quelque part, admirent aussi leur harceleur. C'est compliqué parce qu'il y a des enfants harceleurs qui deviennent harcelés ou inversement, des enfants qui ont été harcelés qui deviennent des harceleurs. Quand on a un, en général, qui a une voix supérieure aux autres et qui parle plus fort que les autres, il est vite admiré par beaucoup. S'il y en a un qui est le bouc émissaire, c'est fini, quoi. Il devient le bouc émissaire. Tout le monde peut se permettre alors de... C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis tout le monde peut se permettre, parce que ça, on a voulu beaucoup le travailler avec mon collègue, parce que ce qu'on essayait de faire comprendre aux enfants, c'est que les témoins sont aussi responsables que les harceleurs. Et hier, il y a eu une intervention des policiers qui sont venus dans l'établissement pour parler justement du harcèlement. La policière a expliqué aux enfants que les témoins, ils encouraient les mêmes peines que les harceleurs. Parce que, en fait, finalement, ils encourageaient. Et qu'un enfant, qu'on exclut, où on va lui répéter, je sais pas, je dis au hasard, tous les jours, t'es moche, t'es pas beau. Donc, il y a le harceleur qui dit ça. Mais si les enfants autour répètent la même chose, ou s'ils ne font rien, s'ils n'agissent pas, s'ils ne vont pas prévenir un adulte, s'ils ne vont pas le dire et mettre fin à tout ça, en fait, ils sont aussi responsables que les autres parce qu'ils n'arrêtent pas l'engrenage.
Enfin, tu disais c'est compliqué de chercher des aides, d'aller en parler. Moi, je sais que j'ai dit aux enfants, quand j'ai fait mon cours, je leur ai expliqué qu'il fallait pas hésiter à aller en parler à quelqu'un. Donc évidemment, des adultes, mais c'est parfois compliqué d'aller parler à un adulte. Donc parler à un ami, parler à n'importe quelle personne de confiance, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la personne harcelée a souvent peur des représailles. Voilà, c'est que souvent elle se dit mais si j'en parle, en fait, ça va être pire. Et du coup, vous avez gagné ce concours. Enfin, ils ont dû être super contents. Ça a dû les faire Ah oui. avancer sur la question aussi du harcèlement. Et peut-être que tu vois aussi des évolutions positives au sein de la classe. Alors, oui et non. Oui, parce que ça a été vraiment... Nous, alors du coup, on a remporté le prix dans la catégorie cyberharcèlement. On a fait une vidéo à partir de langage SMS et d'envoi de photos un petit peu trafiquées pour montrer justement les conséquences du cyberharcèlement. Et surtout, on voulait vraiment s'axer avec mon collègue sur le fait que des mots M-O-T-S qui sont écrits comme ça, notamment en langage un peu SMS, peuvent parfois faire du mal et donc se transformer en mots M-A-U-X. Donc on était vraiment parti sur ça et on a gagné du coup le prix cyberharcèlement et c'est vrai que ça a été un bon moment. Pour la classe, en tout cas, je pense que ça a beaucoup contribué à souder la classe. On avait fait des débats, ils ont discuté, ils ont réfléchi. J'ai plusieurs élèves qui étaient venus me voir en me disant « Ah, il y a un tel qui était un peu à l'écart, on l'a remis dans le groupe. » Donc, je vois que ça a quand même cheminé dans leur esprit. Donc, pour ça, c'était vraiment très bien. Je pense que ça leur a fait prendre conscience de pas mal de choses. J'espère que ça évoluera positivement et que peut-être on pourra faire de ces élèves ensuite, je sais pas, des brigades pour aller intervenir sur le harcèlement, qu'on pourra utiliser la vidéo aussi pour la montrer à d'autres élèves, pour les sensibiliser. Mais par contre, hier, j'ai reçu l'appel d'une maman qui m'a dit il y a un tel dans la classe, donc dans la fameuse classe qui a gagné, qui s'est fait taper dessus par 3 autres élèves. Et là, je me suis dit, mais ils n'ont pas compris en fait. Et quand je leur ai dit, mais ça fait un moment que ça dure quand même. Ah bah oui, comment ça se fait que vous vous permettez d'harceler cet élève? Ils me disent, mais on le harcèle pas. Je dis, en fait, si. Coup répété. Quand il y a répétition sur un élève, parce qu'il y a de la différence, parce que si, parce que là. Et ils me disent, ah mais non, on jouait. Ah, mais parce que la vidéo qu'on a fait, c'est juste une vidéo, c'est pas forcément ce qu'on fait. En fait, c'est compliqué parce que j'ai des fois l'impression que quand on sort de la classe, c'est pas le même monde. Il y en a pour qui ça percute et il y en a pour qui... C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Ah oui, mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais au téléphone avec la maman et je lui dis « Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible !» Elle me dit « Vous voudriez pas organiser un débat autour du harcèlement ?» Je dis « Mais je fais ça depuis le début de l'année !» Après, je pense quand même qu'il y a eu du positif, ça a forcément cheminé et ce qui a été fait, ça sera toujours ça de prix. On plante des graines. Hein. Dans ton dernier podcast que j'ai écouté, je me suis dit c'est drôle parce qu'on doit tous utiliser la même expression dans l'éducation nationale parce que celle que tu as interrogée a dit la même chose et elle avait totalement raison. On plante des graines. Après, elles germent peut-être pas tout de suite, nos graines. Donc peut-être qu'elles germeront dans l'esprit de ces enfants dans 1 an, 2 ans. L'important, c'est qu'elles germent un jour. Moi, j'aime bien la manière que tu as de le voir parce que peut-être que plusieurs professeurs pourraient, on va dire, ne pas s'investir autant que toi. Et ça, je pense que c'est aussi propre à chacun. Comme on disait, il y a des bons, il y a des moins bons partout. Tu as l'air de faire quand même preuve d'écoute auprès des élèves. Et peut-être que c'est ton vécu, c'est ta sensibilité qui fait ça. Mais je trouve que c'est vraiment positif. Et du coup, pour un peu aller vers la conclusion, qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Si tu pouvais parler directement à la ministre de l'Éducation, je ne sais même pas qui c'est, je m'en fous d'ailleurs. Mais si tu voulais changer des choses... Il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Mais non, il y a quand même des choses très bien. Mais c'est vrai que, déjà, l'orientation. Il faudrait vraiment qu'il y ait une formation pour les enseignants pour que nous, on puisse accompagner et aider les élèves. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus de visibilité sur le métier d'enseignant pour aller au-delà de tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur ce métier. Pour comprendre que on ne fait pas effectivement qu'être présent 18 heures en cours. On a aussi beaucoup de boulot en dehors, de suivi des élèves, de préparation des conseils. Après, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais au niveau de la rémunération, moi, ce serait plutôt le fait qu'on nous demande toujours plus de choses, sans forcément nous donner plus. Alors, je suis pas vénale, je fais pas ça pour l'argent. Ouais, non, mais je comprends, tu dois payer tes loyers comme tout le monde et tu dois te nourrir comme tout le monde. Hein. C'est juste ça, c'est qu'à un moment donné, on se dit quand même, moi j'ai été mutée à 800 km de chez moi pour arriver dans une région où je ne connaissais personne, pour qu'en fait, on m'enlève de l'argent en me disant « Ah ben non, maintenant vous êtes en milieu rural, vous comprenez, vous avez moins besoin de sous. » Alors franchement, même sans m'en donner des sous à moi, dans ce cas-là, s'ils veulent pas me les donner à moi, qu'ils les donnent au collège. Parce que nous, le collège, quand je vois des fois l'état des salles, je me
me dis mais c'est pas possible. Quand je suis rentrée le premier jour, je suis rentrée dans une salle, on m'a dit c'est là, ça c'est la salle où tu seras le vendredi. Il y avait que des pupitres. J'ai dit mais je suis professeure d'histoire géo. En fait, c'est un manque de moyens, on va dire une mauvaise distribution. Je pense qu'il y a une mauvaise distribution parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent. Alors, c'est pas pour dire qu'il ne faudrait plus leur donner. Il y a beaucoup d'argent qui va dans les réseaux d'éducation prioritaire et ces établissements en ont besoin. Je dis pas le contraire. Je dis simplement que 3/4 de la France, c'est rural. Enfin, sans être dans du rural profond, il y a quand même beaucoup plus de petites et moyennes villes que de grandes villes. Et aujourd'hui, l'argent, il part essentiellement dans les grandes villes et dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et tous les petits collèges, tous les établissements où on ne se fait pas entendre, où on est discret, où on est tranquille, on n'a pas d'argent. Je veux dire, il y a Paris qui est à 60 km d'ici, de là où je suis. Et on peut pas les emmener à Paris parce que prendre un bus, c'est 700 € et ensuite c'est 300 € de parking dans Paris. Et on peut pas les mettre dans le RER, donc on ne va pas à Paris. Et c'est dommage. Ça, on le voit pas en tant que personne extérieure tant qu'on n'est pas concerné, mais c'est vrai que c'est assez dommage parce que ça permettrait de faire pas mal de choses chouettes. Par rapport aux élèves et aux parents, je pense qu'il manque peut-être aussi un réel lien entre les parents et professeurs qui soit équilibré et qui soit dans la coopération pour que les élèves aussi, chez eux, soient plus à l'aise à l'école aussi, vis-à-vis des profs, vis-à-vis des matières, etc. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir vraiment un vrai travail. Oui, il devrait y avoir plus de transparence, en fait, pour s'apercevoir qu'on est... on n'est pas des profs, en fait. On est des êtres humains qui enseignons. On a nos faiblesses aussi, on n'est pas parfait. Un professeur parfait n'existe pas. J'aurais rêvé d'être un professeur parfait, mais je me suis vite rendu compte que même une séance qui peut paraître parfaite à mes yeux ne va pas forcément paraître parfaite aux yeux des élèves. Et une séance qui va me paraître imparfaite va peut-être être super à leurs yeux. Les parents, aujourd'hui, les parents délégués, par exemple, avant le conseil de classe, ils demandent aux autres parents s'ils ont des retours, s'ils ont des questions. Il n'y a quasiment aucun retour. Et moi, ça me rend triste parce que je me dis, mais les parents, ils s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants. Ils se sentent peut-être pas concernés, tu vois. Pas assez concernés. Et puis, ils attendent d'avoir des retours négatifs à faire pour en faire, alors qu'ils pourraient aussi faire des retours positifs, tu vois. Mais même souvent, moi, j'appelle des parents. Je leur dis bonjour, je vous appelle parce que votre enfant, il y a une baisse de résultats, j'ai l'impression qu'il va pas bien, est-ce qu'il y a un problème à la maison? Ah bon? Mince, vous avez pas regardé le bulletin? La baisse de résultats, c'est pas juste des notes, c'est aussi et parfois très souvent la représentation d'un moment où l'élève ne va peut-être pas forcément bien. Moi, j'ai des élèves où quand ils perdent 1 point ou 2 sur la moyenne générale, je sais que c'est qu'il y a aussi des problèmes à l'extérieur. Ça peut être des problèmes à la maison et ça peut expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer qu'ils perdent des points, c'est pas ça. C'est plus le fait de dire, ok, là c'est parce qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Du coup, tu t'es pas concentré sur tes résultats scolaires parce que ça peut se comprendre. Ça explique quelque chose. Et des fois, je me dis que les parents, alors il faut pas non plus qu'ils nous harcèlent de mails, mais qu'ils se sentent un peu concernés. Écoute, j'espère que tu vas pouvoir petit à petit instaurer un climat relationnel plus favorable avec les parents et continuer ton petit chemin de prof. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé en tout cas de parler avec toi et je trouve ça intriguant comme milieu. C'est comme si c'était un peu un métier mystique, tu vois, parce qu'en fait, quand t'es élève, c'est un peu entre l'amour et la haine avec les profs, la notation, c'est celui qui t'enseigne et en même temps, parfois, c'est vraiment des connards. Enfin, et puis c'est quand même les personnes qui te voient évoluer d'une année à l'autre, te voient grandir. Enfin, vous êtes un peu des spectateurs de la construction de jeunes adultes en devenir et ça, c'est chouette. Franchement, je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire. Enfin, ça doit être passionnant. Oui, c'est passionnant et ce que tu dis par rapport à la relation avec les élèves, c'est surtout ça se voit quand on fait des sorties ou des voyages parce que ça change la relation. Ça reste un métier humain. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, genre quand tu dis des fois on les déteste les professeurs ou des fois on les adore, mais c'est pareil pour nous avec les élèves, même si on n'est pas censé avoir préféré un élève à un autre, on est des humains. Dis-le, il y en a, tu peux pas les encadrer. Voilà, il y en a, tu te dis, il est encore là celui-là, vivement la fin de l'année. Mais en même temps, je peux ne pas l'aimer au début de l'année et l'adorer à la fin. C'est ça aussi qui est magique. C'est un métier hyper humain. Oui. Et ça demande beaucoup d'humanité, donc. Ah, ça demande beaucoup d'humanité. Et les élèves, c'est des éponges. Donc des fois, j'arrive, je suis en colère, ils sont tous énervés. Des fois, j'arrive, je suis d'ultra bonne humeur, ils sont de bonne humeur. Mais et réciproquement. Et réciproquement. Des fois, ils me désespèrent aussi. Si tu avais un dernier mot à dire pour conclure cet épisode, par rapport à toi, par rapport à ce qu'on a dit, au métier de professeur, à tes espoirs, à tes déceptions, peu importe. Que si tu avais un dernier mot,
Non, moi, j'espère que je vais garder l'enthousiasme et puis la passion de ce métier parce que j'ai encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, d'essayer, beaucoup de projets. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis je te remercie aussi beaucoup du coup de notre échange. Ça me fait très plaisir de participer et ça fait un moment que je t'écoute, que j'ai découvert les podcasts grâce à toi. Et ça me touche parce que j'aime bien échanger avec des personnes qui ont des parcours différents et par-delà juste le métier, je trouve que c'est la personne qui est derrière qui est chouette à écouter. Et en fait, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu as une sensibilité, tu as un peu cette insouciance des adultes qui sont encore un peu insouciants et d'autant plus des professeurs, c'est sacrément rare et du coup, garde-le. Donc, je te remercie parce que ça, c'est un truc que j'espère garder toute ma vie d'adulte. Voilà, garder l'âme d'enfant en fait. Garder ton âme d'enfant. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le métier de prof et que les stéréotypes que vous avez seront un petit peu moins stéréotypés. N'hésitez pas à laisser une petite note gentille sur iTunes ou un petit commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.